D'abord, je vais lire un peu de Mathias Sénard, le banquet annuel de la confrérie des Fossoyeurs. Alors, il y en a plus de 400 grosses pages, et quand tu écris du pays de Rabelais, ça prolifère, ça s'en va dans tous les sens, ça improvise, c'est de la verve. C'est pas le Mathias Sénard qu'on connaît, ces voyages très secrets dans l'Orient, les vieilles routes, les langues. Il y en a de la langue. C'est la langue, là, de ce vieux pays du Marais poitevin. Et puis, on déplie dans l'histoire, quand même. Et dans quoi aussi on déplie ? C'est vieux pays où les traditions, ceux qui ont lu Jean-Loïc Le Quellec, par exemple, le savent bien, ça remonte bien avant le catholicisme et tout ça. Et ça coexiste toujours, encore. Je me souviens quand j'habitais chez ma grand-mère dans les années 80, tous les matins en allant chercher le pain, le journal, je croisais une femme qui s'appelait, la pauvre, Jeanne Tableau. Et elle me disait, je vais vous dire ce qu'il m'a dit ce matin, votre grand-père. Parce que tous les matins, elle allait au cimetière voir ses morts à elle. Elle était prêteuse. Elle me disait ce que mon grand-père voulait me dire. Et puis ensuite, moi, je vous raconterai une de ces personnes comme ça. Alors, les dormeuses, la plus connue, c'est celle d'un bled qui s'appelait Chex. Entre Fontenay-le-Comte, Maizet, la dormeuse de Chex. Mon grand-père à Saint-Michel-en-Lerme, l'autre grand-père. Il emmenait souvent des gens de Saint-Michel voir la dormeuse. Lui, il attendait dans la cuisine, parce que c'était lui qui faisait taxi. Il payait son coup de rouge, alors il entendait la dormeuse backstage, évidemment. Mais ça, c'est une autre dormeuse, moins connue. Mais j'ai toujours éprouvé que, justement, les gens en avaient un peu de mal à en parler, aujourd'hui encore. C'était la dormeuse du Mazo. Parce que moi, je suis du Marais poitevin, Mathias Sénard est du Marais poitevin, mais ce qui nous sépare, c'est que lui, il est côté de Sèvres. Moi, je suis côté Vendée. C'est pas facile à savoir où sont les vraies frontières, mais elles existent. Par exemple, dans ce livre, Mathias envoie une sorte, je sais pas comment on appelle ça, sociologue, comment il dit ça, lui, un ethnologue. Moi, j'ai pas besoin d'ethnologue, je raconte ce que je vois. Alors, comme c'est un ethnologue, ça fait du roman. Bon, moi, je vais vous parler de la dormeuse du Mazo, qu'on appelait la femme au chien, et là, ce sera pas du roman. Un petit bout de Mathias, quand même, parce que c'est pas rien. Figurez-vous qu'il vous met même une exergue de Gilles Deleuze. Gilles Deleuze, à propos de Leibniz. Qu'est-ce que peut crier un homme qui croit à la raison ? Il ne peut crier qu'une seule chose. Quoi qu'il arrive et quoi qu'on me montre, il faut bien que tout cela ait une raison. Vous verrez que pour la femme au chien, ça sera bien la question essentielle aussi. 2 ans auparavant, au moment de la naissance du sanglier réceptacle de l'âme du père Largeau. Oui, parce que chez Mathias, le maire qui est fossoyeur, quand les gens sont morts, ils redeviennent animaux. Vous verrez que dans La femme au chien, c'est aussi ça, mais côté Vendée. Au moment même où Beuglet se noble, alors c'est pas facile ça, au moment même où Beuglet se noble l'animal comme les roses mamelles de sa mère dans un trou entre 2 racines, au creux moussu d'un chêne, après que le vieux prêtre eut trépassé, vous voyez comme il a joué avec son Rabelais, le Mathias. Mais il a le droit, même si t'es des Deux-Sèvres. Sans agonie, quelques minutes plus tôt, son cœur arrêtait net lorsque Mathilde découvrit le corps vidé de son âme. Elle pleurait à chaudes larmes, se mit à genoux devant lui, elle lui prit la main, elle sut qu'il était mort, et pria. Mathilde pleura et pria longtemps, inconsolable, suffisamment longtemps pour que le pourceau nouveau-né soit léché par sa mère, qu'il prenne sa première tétée, et ainsi, requinqué par le nectar maternel, commença à marcher maladroitement, lancé vers le monde par le groin et le boutoir de la laie, oubliant très vite les circonstances dans lesquelles il avait quitté sa vie antérieure. Alors, si vous prenez Mathias au sérieux, évidemment, une phrase comme ça, vous verrez où il joue.
Mais justement, si vous dites Mathias s'amuse, excusez, mais après Boussole et puis tous les autres bouquins, il a bien un peu le droit. Tiens, j'ai même une carte du Marais Poitevin. Je ne l'avais pas vue. Est-ce que j'ai besoin d'une carte du Marais Poitevin, moi? Mais dernière communication à la Société Proustienne de Barcelone. Vous avez lu ça? Boussole, évidemment, rue des voleurs. C'était grand, rue des voleurs. L'alcool et la nostalgie. Parle-leur de bataille, de rois et d'éléphants. Ça aussi, on peut commencer Mathias par là. Et puis, la perfection du tir, ça, je ne l'ai pas lu. Remonter l'Orénoque, oui. Bréviaire des artificiers, non, j'ai pas lu. Zone, évidemment. On a tous commencé à découvrir Mathias Sénart par Zone. Traduit par Claro, je crois. Où j'en étais? Lorsque Mathilde cessa de pleurer, elle se rendit compte qu'il fallait agir. Elle allongea donc le corps avec respect, péniblement, car il était lourd. Et ça, pour nous, tous ces rituels funéraires, on trouve ça aussi dans Maupassant, qu'on les assume là où on vit, dans la même chambre, c'est essentiel. Et c'est pas parce que maintenant, tout ça c'est un peu commercialisé, industrialisé, que ça reste pas dans la tête. Car il était lourd malgré sa maigreur. Il a des petits harmoniques flaubertiens, comme ça, Mathias, et pensa que c'était l'os qui pesait le plus dans l'homme, pas le gras, ni l'âme, puisqu'il ne possédait plus rien de tout cela. Elle lui replia le bras, lui ferma les yeux, se signa et pleura à nouveau, déchirée de tristesse. Elle était bonne catholique et ne pouvait concevoir que... Attention, c'est dans un pays protestant, hein. Il y a des allusions dans tout ça. Ne pouvait concevoir que le vieux prêtre gambadât à présent sous les feuillus, hésitant et titubant, non plus comme l'homme ivre qu'il avait été parfois, même un peu souvent. Il y a de très beaux passages sur l'alcool dans tout ça. Je crois que c'est plus l'alcool même qui fonde cette espèce de recherche là. Et je pense qu'on a chacun familialement peut-être des choses lourdes. C'est une manière de lever la trappe, mais j'en ai pas parlé avec lui. Non plus comme l'homme ivre il avait été parfois, mais comme le très jeune Marcassin qu'il était devenu. Elle se consola en l'imaginant, au paradis, parmi les anges. L'enterrement, 3 jours plus tard, fut moyennement réussi. L'adverbe. L'enterrement, 3 jours plus tard, fut moyennement réussi. Mathias Sénart. Les présents regrettèrent que le défunt ne prononçât pas lui-même l'oraison, tant il était doué pour le genre funèbre. De plus, force de l'habitude oblige, entendre en chair un prêtre inconnu dont l'accent chantant laissait percevoir qu'il n'était pas du lieu, donnait à la cérémonie un air exotique, peu sérieux, un air de vacances qui par contraste fit sangloter les bigotes encore plus qu'à l'accoutumée. Ce relâchement inespéré incita les rares laïcs présents à évoquer à voix basse les circonstances du décès, se donnant des petits coups de coude, puis on communia, on jeta enfin un dernier regard au mort derrière la petite vitre de son cercueil. Ça, c'est Raymond Roussel, vous savez, qui avait mis sur le cercueil de sa mère un petit hublot pour voir ce que ça devenait. Clin d'œil, clin d'œil. Et les fossoyeurs, sobres ce jour-là, firent leur office. Une fois la bière en place, on s'en fut au café pour certains, ou à l'ouvrage pour d'autres, etc., etc. Voilà. Vous voyez qu'il y a de la matière. Alors moi, là, on quitte roman, c'est chez Actes Sud, mais c'est marqué roman, pour s'en aller voir au Mazo, qui est côté Vendée, mais tout près, La femme au chien. Et cette nuit-là, en me remémorant La femme au chien, j'ai noté là sur mes 2 post-it 9 petites histoires. Soit qui me soient venues directement, puisque j'allais la voir dans les années 70, quand je travaillais avec un gars qui s'appelait Jean Odo de Fontenay-le-Comte. Soit familialement, puisqu'on lui amenait des clients. L'histoire numéro 1, ça c'est un peu de la légende. Un gars qui était venu la voir, La femme au chien, au Mazo, et t'as que t'as vu mon bonhomme, il voulait devenir riche. T'as envie de devenir riche? Ah ben,
Attends 3 jours à la lune pleine, puis va te promener chez les morts. Et qu'est-ce qu'a fait le gars? Il a attendu la pleine lune qui est tombée un samedi soir. Il est allé au cimetière de son village. Qu'est-ce qu'il a vu? Il n'y a pas beaucoup de riches dans nos cimetières. Ce soir-là, quand il marchait dans le cimetière, évidemment, je dois voir quoi? Il se passe quoi? Comment je vais devenir riche? Et tout d'un coup, il s'est aperçu que les morts étaient debout, pas sur leur tombe, dans les allées à côté, et que les morts le regardaient. Et ce jour-là, il a compris ce qu'elle avait voulu lui dire, la femme au chien du Mazo. Tu peux toujours devenir riche, mais va dans le cimetière, tu verras bien que personne n'est devenu riche. Et d'avoir vu les morts, il n'a jamais pu penser à son affaire. Voilà. La femme au chien au Mazo, première histoire. Ah, c'est une drôle d'histoire aussi, ça c'est déjà plus attesté parce que dès qu'il se passait, mais à 80 km à la ronde, vous alliez à Poitiers, ou Bressuire, ou Parthenay, ou tout ça, sans compter toutes nos bas de Vendée, là, donc Saint-Michel-en-Lerme, Luçon, etc. Et quand ça concernait les chiens, vous alliez voir la femme au chien. C'est un petit peu logique en fait. Alors je sais pas, j'ai pas lu en détail complètement le livre de Mathias. Je sais pas s'il en parle lui. Alors, la dormeuse de Cheikh, elle est ultra connue, voire Chevillard en parle aussi, mais sur la dormeuse du Mazo, bon, son histoire, là, cette deuxième, mais qui est beaucoup plus centrée. Je pense que la première, ça pourrait arriver à d'autres gens comme ça, ou peut-être même celle de la dormeuse de Cheikh, mais pas celle qui suit. C'est un pauvre gars, mais il y en a des pauvres gars dans nos marais. Tu manges ce que tu trouves, tu manges le ragondin, s'il y a que des choses à déterrer, tu manges ce que tu déterres. Regardez dans Rabelais l'histoire des nefs, là, tout début du Pantagruel. Et fut l'année des grosses semelles que de Troie on faisait le boisseau, etc. Pourquoi? Les nefs, là, c'est le seul fruit qui se mange pourri. Donc c'est le fruit que mangeaient les pauvres. C'est un gars, lui, il mangeait du chien. Et dans nos coins, ça se fait pas tant que ça de manger le chien. Le chien, c'est le bestiau que vous allez à la chasse avec. Lui, il mangeait du chien. Et puis à force de manger du chien, on regardait de travers. Puis un jour, il a bien vu qu'il y avait un chien à 3 pattes qui le suivait. Où qu'il allait, il était en campagne, puis au coin du chemin, c'est un chien qui boitait parce qu'il lui manquait la patte arrière. Alors lui, justement, tu manges du chien, tu commences par manger la patte arrière, c'est là qu'il y a le plus de viande. Il y avait ce chien qui manquait la patte arrière, qui le suivait en boitant. Il n'endormait plus. Il le voyait aussi dans ses rêves, le chien à 3 pattes. Il est allé voir la femme au chien, elle l'a guéri. Je vais vous parler de ces différentes façons de guérissage. Je ne peux pas les dire toutes, je n'ai pas tous les droits. Là, il s'agit d'honorer le livre de Mathias en racontant une autre histoire. Vous voyez que je ne raconte pas en ethnologue. Mais je vais vous en raconter des guérissages de la femme au chien. Histoire numéro 3. L'histoire numéro 3, c'est justement un gars de la côte, où nous, on habitait, ce genre de gars que mon grand-père, des fois, amenait consulter, la femme au chien, au Mazo. Lui, ce gars, il était pêcheur, là, à l'Aiguillon. Un jour, dans ses filets, qu'est-ce qui sort? Alors, c'est aussi des histoires, parce que nous, en face, il y a l'île de Ré. Et, par exemple, les types qui s'évadaient du bagne, c'était fréquent. Alors, soit tu arrivais là, tu te portes sur une planche, etc. Il y avait des sévenots, des cousquaires à la Tranche-sur-Mer. Ils se disaient que tu allais voir un sévenot, un cousquaire. Comprenait bien, c'est un cousin. Le cousin, il venait de l'île de Ré, il avait dérivé. Simplement, il y en a... ça se passait pas si bien, et puis c'est le Macabé que tu trouvais sur la plage. Et c'est pareil pour les courants qui arrivent de la Rochelle. Donc je dis pas que c'est une histoire qui est venue à cause du bagne de l'île de Ré, même si ça arrivait, il y avait beaucoup de choses qui se passaient à la Rochelle, et puis c'est le courant, là, c'est le grand Gulf Stream là, qui longe l'île de Ré, et pour ça que les Bourges, les Parigots, ils aiment bien ça, et que ça fait une espèce de contre-courant qui arrive sur nos plages, à nous.
Ben, ce pêcheur, dans son filet, qu'est-ce qu'il ramasse? Une tête de mort. Ça arrive. Bon, cette tête, qu'est-ce qu'il fait, le gars? Il la prend, puis tu regardes quand même, tu sais jamais ce que tu vas remonter. On ne sait pas si tu vas remonter des choses que ça vaut de la valeur. Il la rejette, la tête. Hein. Tu vas pas aller te compliquer la vie, aller raconter ça aux flics et tout ça. Il prend la tête, il la relance à l'eau. La mer, ça nettoie. Il y a plein de bestioles, il y a des crabes et tout ça. Mais ensuite, ça lui revenait lui aussi dans ses rêves. C'est pour ça que les dormeuses étaient importantes. C'est ce qui te revient dans la tête. Le gars, dans ses rêves, il y avait toujours la tête de mort et elle ricanait, elle rigolait, elle se moquait de lui. Où qu'il allait dans ses rêves en dormant, il y avait la tête de mort qui ricanait, qui rigolait. Ben, c'est pour ça que lui, il est venu voir la dormeuse. Il lui a dit, attends, je dors. Dormir, c'est ça. Tu vas pas aller t'allonger dans un lit, etc. C'est dans la pièce, t'es une pièce nue. Souvent, même dans ces guérissages, il y avait des histoires où la pièce pouvait te sembler se déformer. En tout cas, dans une pièce où il n'y avait pas de meubles. Il y avait un plancher, il y avait des murs blancs, puis il y avait une fenêtre, mais les fenêtres, les volets étaient fermés. Elle était là devant toi, elle tournait autour de toi, disaient les gars. Ça, j'ai plusieurs témoignages. Et là, parce que celui-ci, on le connaissait, le gars, a dit, je m'en vais te guérir. Elle se met face à lui, les deux mains, elle posait les mains comme ça sur son visage. Elle dit, ferme les yeux, ouvre les yeux, de toute façon, tu dors, et moi, je dors. C'était bref, vous voyez, mais c'est les mains sur le visage. Ben, le gars, il n'a jamais plus rêvé de sa tête de mort. On n'a jamais su non plus ce que c'était, sa tête de mort. Histoire numéro 4, hein, restez avec moi ou pas, moi je vais au 9. L'histoire numéro 4, c'est un soin qui était important chez eux, parce que les antibiotiques, c'est venu qu'en 1935, hein, et la méningite, c'est une maladie grave, ça peut laisser des traces difficiles chez les enfants. La mortalité infantile sur les questions de méningite, ben, même aujourd'hui, c'est quelque chose de difficile. Alors, il y avait une tradition chez nos guérisseurs vendéens, c'est que tu amenais l'enfant et tu coupais... rien qui faisait ça avec des poules ou un coq, tu le coupes en deux, mais il faut que tu le coupes en deux, plaf, comme ça, d'un seul coup, et la moitié, tu l'appliques sur le visage de l'enfant. Elle faisait simplement ça avec un pigeon, un vulgaire pigeon, mais le pigeon, coupé en deux d'un coup, grand couteau, et tu l'appliques sur le visage, tu le gardes, et sa spécificité à elle, la femme au chien, c'est que l'autre moitié, dès qu'elle faisait ça sur l'enfant, l'autre moitié, elle l'achetait à ses chiens. Ben ouais, femme aux chiens, parce qu'elle guérissait les histoires de chiens, mais aussi parce qu'il y avait plein de chiens là autour de chez elle, etc. Des bêtes, toutes sortes. Ça sentait, évidemment, ça sentait un peu, mais elle vivait avec ses chiens, quoi. Ben, lançait le truc, ben des fois, la plupart du temps, l'enfant était guéri. On soignait la méningite, comme ça, histoire numéro 5. Celle-là, j'ai un témoignage direct, et ça tracassait ce gars-là, Jean Odo, qui était Fontenay-le-Comte, parce qu'il disait, tu comprends ça, je sais pas d'où ça lui est venu, j'ai jamais vu ça ailleurs. Elle soignait, alors c'est lié au fait qu'il y avait des chiens, sa réputation, c'était je soigne les gens qui ont peur. Alors c'est pas elle qui disait ça comme ça, mais disons que quand t'es dans la peur, t'allais voir la femme au chien. Et un de ces gars qui avait peur, qu'on avait vu d'autres, parce qu'évidemment, tu commences par ceux qui sont près de chez toi, et quelquefois tu fais des longs chemins en voiture pour aller voir ces gens qui soignent. Moi, j'y vais souvent dans le Marais Poitevin depuis 2 ans. Alors, des fois, c'est rare même que je vois Mathias et me signale « Ah, j'y suis !» Bah ouais, moi, j'y suis pas. Ou alors, quand moi, j'y suis à Danvix, bah, hey, y es-tu, Mathias? Mais non, il y est pas. Mais c'est pas grave, ça se touche à 4-5 kilomètres, là. Moi, je vais voir mon cousin Jean-Claude. Je vois bien mon cousin Jean-Claude qui soigne. Attention, lui, il n'est pas du tout dans ces choses-là, mais les gens qui viennent pour qu'il le soigne... Je mets le lien de la vidéo en bas dans la barre d'infos pour
que vous fassiez connaissance avec mon cousin Jean-Claude, où je vais quand je vais dans le Marais Poitevin à Danvix, des fois, il traverse la France pour venir le voir. Quand t'as peur, Jean-Claude ne travaille pas sur la peur, mais ce gars, qui venait parce qu'il avait peur, qu'est-ce qu'elle avait fait? Dans son tiroir, dans sa cuisine, elle avait pris un couteau, justement, le couteau que tu prends pour épioter un lapin, une poule. Elle est revenue dans la pièce où il n'y avait rien, s'est mise devant le gars, elle a fait son sommeil, le gars était en face d'elle, elle lui a pas dit dors, tout ça. Tu la regardes dormir, mais t'es prêt, vous êtes deux dans la pièce, il n'y a personne d'autre, elle est devant toi, debout, comme toi, là, t'es devant ta caméra, et c'est son sommeil de quelques secondes, peut-être même, les gars disaient, ce qui me trouble, tu vois, tu crois que tu vas voir quelqu'un qui dort, mais elle a les yeux ouverts, elle te regarde, les yeux ouverts, elle tenait son couteau, elle donne le couteau au gars, elle dit, maintenant, retourne chez toi. Et quand t'as peur, prends le couteau et tu souffles dessus. Et voilà. Comme ça, elle a guéri le gars qui avait peur. Histoire numéro 6. On avance. Alors, histoire numéro 6, on l'appelait la femme au chien. Elle était au Mazo. Je connais la maison. Je pourrais vous la montrer sur Google Street View, mais ce serait pas forcément faire un cadeau aux gens qui l'habitent aujourd'hui, la maison. La pauvre dame, elle est morte et eux, ils savent peut-être même pas ce qui se passait dans cette maison autrefois. Moi, je serais dans cette maison, voyez-vous. Je pense qu'il me viendrait des rêves, que je l'entendrais encore qui me parle. Mais dans les soins et les guérissages, il y avait qu'elle, justement, parce que pour elle, dormeuse, se mettre devant vous dans la pièce sans rien, se mettre face à vous, là, 20-30 cm, vous regarder dans les yeux, et puis soudain, tu savais qu'elle dormait, parce que les yeux ne bougeaient plus. Et sa réputation, c'était comme beaucoup passaient par les yeux, qu'elle pouvait soigner les yeux. Vous pouvez avoir autrefois, c'est pareil, on n'avait pas tous les colliates et les machins. Il y en a qui avaient les yeux chassieux, des gens qui avaient perdu des yeux. Bon, elle soignait les yeux. Comment tu soignais les yeux? C'était un peu étrange son truc. Il disait, tu te prends les ongles et il fallait se prendre dans la paume. Et avec les ongles, aller jusqu'où la paume fait du sang. Et quand tu avais le sang des paumes là, sous tes ongles, alors à ce moment-là, tu te passais ton sang sur tes yeux. Le sang de la paume. Mais attention, c'était pendant qu'elle était juste là devant vous. Et tu faisais ça là entre les deux visages, entre son visage à elle, ton visage à toi, et avec tes ongles, tu allais jusqu'à là. Et là, voilà comment la femme au chien, au Mazo, dormeuse, soignait les yeux. Histoire numéro 7. Ensuite. Alors là, on retombe dans justement quelque chose qui a trait au chien. Et ça, non seulement j'en ai eu le témoignage direct, mais je puis en parler avec elle. Je lui avais demandé, pourquoi un chien rouge? Mais pensez à l'art. Allez-vous demander à Giorgio Chirico pourquoi la tour est rouge? Donc ce qu'elle soignait par le chien rouge, c'est quand tu as quelque chose dans la tête et que tu peux pas t'en débarrasser. Ouais, Baudelaire, obsession, un grand bois, vous m'effrayez comme des cathédrales, vous hurlez comme l'orgue dans nos cœurs maudits, chambre d'éternel deuil où vibrent de vieux râles, répondent les échos des profondises, je te hais, océan, tes bonds et tes tumultes, mon esprit les retrouve en lui, ce rire amer de l'homme vaincu, plein de sanglots et d'insultes, je l'entends dans le rire énorme de la mer, comme tu me plairais aux nuits, sans ces étoiles dont la lumière parle un langage connu, car je cherche le vide et le noir et le nu, mais les ténèbres sont elles-mêmes d'étoiles ou vives, jaillissant de mon œil
milliers par milliers, des êtres disparus au regard familier. Bon, à l'époque, moi, je connaissais pas Baudelaire. Mais Baudelaire, ce texte, il l'appelle « obsession ». Et on disait pas obsession, nous, c'était pas notre vocabulaire. Ce qu'elle disait, elle, bah, t'as quelque chose dans la tête, hein, et allons te l'enlever. Et comment elle faisait pour enlever ce que t'avais dans la tête? Et ça disait, bah, retourne dans ton pays, cherche un chien rouge. Et quand tu as vu le chien rouge, tu l'approches et tu mets ta main sur la tête du chien. Elle disait, elle était dormeuse. On était devant vous, elle arrêtait son regard. C'est compliqué d'arrêter le regard. Ça aussi, c'est des conversations que je l'ai entendu avoir avec mon propre maître Jean Audeau. Arrêtez le regard. Elle arrêtait le regard et dit, quand tu auras la main sur la tête du chien rouge, il fallait que que la personne le trouve près de chez elle, là où elle avait ses obsessions. Il dit, tu restes un temps comme ça, comme tu le regardes, tu arrêtes le regard, tu tiens la main sur la tête du chien. Et c'est le chien qui les emportera. Elle disait pas ce que tu as dans la tête, elle disait pas obsession, peur, tout ça, mais c'était comme ça qu'elle soignait. C'est ça qu'elle guérissait. Pour ça qu'on venait la voir de si loin. Alors après, comment tu le trouves, le chien rouge? Hein, j'en ai connu des gens qui en cherchaient. Ben, peut-être que, justement, des chiens, on en avait beaucoup plus à l'époque que maintenant. C'était pas les bestioles de compagnie, là, les petits sacs là, pour aller ramasser la crotte, tous ces machins-là. C'est pas... On était dans un autre monde, vous comprenez? Les chiens, lisaient dans Conan Doyle, The Hound of Baskerville, lisaient dans H.P. Lovecraft, The Hound. C'est les chiens qui mordent, c'est les chiens qui passent, des chiens qui errent, qui courent, qui vous suivent sans que vous le sachiez, des chiens qui vous dépistent à l'odorat de très loin, et des chiens qui peuvent venir dans le rêve. Et la plupart des gens, c'était ça. Parfois, c'était simple, parce que tu t'apercevais que tu marchais plus, tu allais plus autour de chez toi, et tu le voyais dans telle ferme, dans tel coin de cour, etc. Il existait le chien rouge. Tu allais, tu mettais la main sur la tête du chien rouge, et tu arrêtais le regard. Et puis d'autres fois, non, le chien, c'est par les rêves qui venaient. Et comment dans le rêve, tu mets ta main sur la tête du chien? Il disait que le chien, dans le rêve, il n'arrive pas devant, il arrive par derrière. Quelquefois, il te double. Quelquefois, c'est à toi de te retourner dans le rêve vers le chien. Comment tu approches le chien dans le rêve, et comment dans le rêve, immobile face au chien, tu vois ta main qui se pose sur la tête du chien. Voilà comment elle soignait. Omazo, la femme au chien. Et moi aussi, je préfère un livre gros comme Mathias Sénard. Peut-être que je le ferai. Mais c'est des savoirs qu'on aime bien porter. Bon, lui, c'est légitime. Mais Actes Sud, tout ça, il a le droit. Histoire 8, je ne veux pas insister beaucoup. La femme au chien, on venait aussi la voir quand on faisait les bronchites, ça va. Quand des fois, ça tourne en pneumonie et tout ça. Et, à l'époque, c'est long à guérir. On te mettait à l'hôpital. Bon, des fois, tu n'as pas envie d'y aller. L'hôpital, Luçon à Fontenay. Elle soignait ça. Une espèce de poudre blanche. Elle mettait cette poudre. Alors, c'était dans cette pièce, il fallait que tu te dépoitrailles, et c'est elle qui, dans ses mains, prenait ça cracouillait, et elle t'appliquait cette chose qui craquait, et ensuite, elle t'expliquait. Dans sa cour, là, dans son fond de cour, il y avait un enclos. Et dans cet enclos, il y avait un chien qui avait des crottes blanches. Pourquoi? Elle ne le nourrissait pas comme les autres, elle nourrissait des os, ça, j'ai pas su. Elle voulait pas tout dire, mais en tout cas, ce chien était nourri spécialement pour ça. Je peux pas vous en dire plus. Elle le nourrissait pour ça. Et je savais que ça tenait beaucoup à ces os et ces herbes qu'elle donnait à ce pauvre chien, qui n'était pas un gros chien, mais ça, elle le ramassait, ça séchait, et
Ça, par contre, ça, je l'ai vu de mes yeux. Quand elle le prenait dans ses mains, tu entendais ça qui cracouillait, quoi. Et la personne devant dépoitraillait, bien frottait, et ça y est. C'était fini, la pneumonie. Ils savaient faire, ces gens, tu comprends? Allez, dernière, 9, j'arrête. Alors, la dernière histoire, je l'ai gardée justement pour la fin, parce que c'était un peu spécial. On appelait la femme au chien, on disait qu'il y avait cette pièce-là. Il y avait une encoignure, c'était peut-être une vieille cheminée, je ne sais plus le détail. En tout cas, il n'y avait pas de cheminée dans la pièce, mais il y avait cette encoignure. Là. Et sur cette encoignure, elle avait quelque chose. C'était quelque chose qui était... c'est une tête de chien. Une tête de chien... pas plus gros que ça, quoi. Une tête de chien, gros comme une tête de chien. Et moi, j'ai toujours connu cette tête de chien-là. Tous les gens à qui j'ai pu demander, quand t'allais chez la femme au chien, au maso, la dormeuse de maso, dormeuse, la femme au chien, ce qu'il y avait à la tête de chien, il y avait toujours la tête de chien. Dans cette pièce, il n'y avait rien. Il y avait le plancher, il y avait les murs blancs, mais sur l'encoignure, tu avais la tête de chien. Et j'ai jamais connu personne qui m'a dit qu'elle l'aurait touché ou que quelconque des gens qu'elle soignait l'aurait touché. La tête de chien, elle était là et touchait pas. Quand cette femme est morte, qu'on a vidé la maison, qu'on a nettoyé la maison, on croyait qu'il y aurait des livres, des choses comme ça, il n'y avait rien. Où elle avait appris, qui lui avait appris, c'est des choses que tu sais dans toi, que tu peux les faire et que... Bon, en tout cas, quand elle est morte, elle n'y était plus. La tête de chien. Voilà, c'est un dialogue avec Mathias Sénard, le banquet annuel de la confrérie des Fossoyeurs, mais écrit, comme je vous l'ai dit, du côté des Deux-Sèvres. C'est un roman. Il y a un ethnologue qui vient dans ce village. Je pense que nous, dans nos villages là, côté Vendée, tu peux bien venir en ethnologue. Allez lire Jean-Loïc Lequelec, tiens, là-dessus. Le gars, t'y raconteras pas tout. Tu n'y raconteras pas la femme au chien. Et moi, le maso, pourquoi je connais? Ma mère y a été institutrice au maso. Puis on venait la voir de loin, même de Saint-Michel-en-Lerme. Donc, Mathias, banquet annuel de la confrérie des Fossoyeurs, puis tu te marres, quoi. Ça fait du bien de se marrer. Même quand c'est pas tendre avec là d'où toi t'es venu, quoi. Moi, en répondant, là, fiction, non, moi je réponds avec la femme au chien, la dormeuse du maso, du bon du foie, comme disait Rabelais, et que j'aime lui dire à lui. La suite, à la prochaine.